Votre bière artisanale est juste bonne alors que vu les efforts elle devrait au moins être exceptionnelle. Si c'est le cas et que vous ne disposez pas encore d'une chambre de fermentation, on va régler ça tout de suite. Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao de Cité d'Orge. Passez des bonnes fêtes. Vous savez ce que c'est le truc le plus important pour réussir une bière? C'est la température de fermentation. Enfin, ça c'est mon avis. Si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour en débattre ensemble. Que vous merdiez votre température d'empâtage, que vous foiriez votre rinçage, que vous fassiez tomber votre thermomètre électronique dans la cuve d'ébullition, ça m'est arrivé. Que vous ne respectiez pas vraiment la quantité de levure. J'ai l'impression que tout ça a 10 fois moins de chances de gâcher votre bière qu'une température de fermentation aléatoire. Donc aujourd'hui, on va se bricoler une chambre de fermentation réfrigérée et connectée. Ah bah parce qu'on est des geeks. Le tout idéalement pour moins de 200 € et sans percer un seul trou. Le but c'est d'avoir un caisson thermorégulé où placer nos Fermzilla pour que les levures puissent bosser dans les meilleures conditions. Allez, générique. Bon, alors pourquoi la température c'est important? Alors là, je vous vois venir. Certains se disent, mais on s'en fout. Mon grand-père laissait traîner sa Dame Jeanne dans la cuisine à côté du radiateur et ça allait très bien. Ou alors ton grand-père il devait aussi sûrement bien aimer l'odeur de dissolvant à ongles, parce que c'est exactement le genre de surprise qu'on a quand on ne gère pas sa température de fermentation. Pourquoi? Parce que la levure c'est une diva. Bon, déjà, la levure, c'est beaucoup trop générique. En fonction de leur souche, elles ont chacune une plage de température à laquelle elles travaillent correctement. De la levure lager, par exemple, devra se maintenir entre 9 et 13 degrés Celsius, alors que pour la nouvelle vedette, la Kveik, elle se sentira bien à l'aise entre 30 et 35 degrés Celsius. Bon, là j'ai mentionné les cas extrêmes, mais les autres se situent généralement entre 18 degrés et 28 degrés Celsius. Pour ce qui est de l'info, elle se trouve tout simplement sur les emballages ou sur les sites web des laboratoires qui les produisent. J'ai bientôt une vidéo qui parlera en détail de ce qui se passe vraiment quand les levures ont trop chaud ou trop froid. Mais pour l'expliquer en 2 mots, celles-ci vont s'arrêter de bosser si elles ont trop froid, soit créer des composants indésirables si elles ont trop chaud. Dans le meilleur cas, on aura une odeur de banane chimique et dans le pire, ce sera de la térébenthine. Au niveau du goût, ça pourra passer d'un vague arrière-goût de fromage de chèvre à celui de popcorn au beurre. Ah, elles sont difficiles à boire ces pintes-là, hein. Ah, peut-être au cinéma. Petite précision encore, ces fameux composants indésirables, pour certains aussi appelés alcool de Fusel, ne disparaîtront pas avec le temps. Ah, une fois qu'ils sont dans la bière, c'est terminé. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de jeter la bière avec. Dernière remarque aussi, on parle souvent de température stable. Ça ne veut pas dire la même pendant toute la fermentation. En effet, pour donner un exemple sur une ale, en début de fermentation, on pourrait généralement chercher à être dans le bas de la température supportée par les levures pour garantir une fermentation propre, autour de 18-19 degrés. Après quelques jours, on va augmenter sensiblement la température pour se retrouver dans la moyenne haute, 21-22 degrés. Ce qui va permettre de nettoyer les composants non désirables qui auront été produits durant la première phase. Cette phase est aussi connue sous le nom de repos diacétyl. Puis l'extraction des huiles aromatiques durant le dry hop semble plus efficace à certaines températures aussi, entre 13 et 16 degrés. Tout ça pour finalement faire un cold crash à 2-3 degrés, ce qui précipitera les levures, les protéines et le houblon en suspension au fond de la cuve. Le cold crash nous permettra par la même occasion d'ajuster la carbonatation, qui est plus efficace et demande moins de pression à basse température. Maintenant, on va parler du piège de l'inertie thermique. Il faut bien comprendre un truc. La fermentation, c'est une réaction exothermique. En gros, vos levures, elles chauffent en bossant. S'il fait 22 degrés dans votre garage, salon ou brasserie, il peut faire 26 au cœur de votre fermenteur. Et 26, c'est déjà pas mal le sauna pour certains types de levures. Ce serait quand même con de gâcher sa bière dans les 24 premières heures de la fermentation. C'est pourquoi, l'une des choses les plus importantes à prendre en considération lors du refroidissement du mou, c'est de descendre dans la plage la plus basse de fonctionnement des levures. Parce que le truc qui va inévitablement arriver quelques heures plus tard, c'est la chauffe du mou. Donc si t'es déjà sur la limite haute, tu vas partir en dessus, c'est sûr. Et c'est là que notre vieux congélo entre en scène. On ne veut pas juste qu'il fasse frais, on veut la stabilité absolue. La différence entre une bière sympa et une bière médaillée, ça se joue parfois à 1 degré près. Ouais, un petit billet aussi des fois, mais c'est un autre sujet. Si la température fait le yo-yo, vos levures stressent. Soit elle est trop basse, elle s'arrête de bosser avant la fin, et vous vous retrouvez avec un jus de céréales sucré imbuvable, qui deviendra une grenade une fois en bouteille si ça se réchauffe, ou pire avec une température trop haute, qui transformera vos 20 litres d'or liquide en démaquillés bon marché. Juste avant qu'on passe en revue les méthodes existantes pour maintenir son fermenteur à la température désirée, est-ce que ce serait pas le moment idéal pour s'abonner? Ah, je sais pas, je lance ça comme ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, je cherche pas du tout à casser l'ambiance. Ah, et surtout, merci à ceux qui l'ont déjà fait, bien sûr. Allez, on reprend. Les différentes méthodes existantes. Pour
contrôler sa température de fermentation, il existe quelques méthodes plus ou moins efficaces. Tout en bas de l'échelle, on a le t-shirt mouillé avec un ventilateur qui souffle dessus. Bon, en vrai, il y a moyen de gratter 2-3 degrés en cas d'urgence. Mais vous l'aurez compris, c'est pas cette option qu'on va explorer dans la vidéo. La deuxième méthode un peu cheapos, c'est le bain de glace. En gros, vous immergez votre fermenteur dans un bac d'eau et vous mettez des bouteilles remplies d'eau gelée dedans toutes les 6 heures environ. Ah, ça marche un peu si vous fermentez des petits volumes, mais là aussi, on est loin d'être au degré près. Bon, ensuite, on arrive à ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire la chambre de fermentation thermorégulée. Un espace de la taille de votre fermenteur qui permettra de maintenir la bonne température pendant toute la fermentation. Alors, je possède déjà un appareil qui permet de faire ça, j'en ai fait une petite vidéo, c'est le Ferminator, nouvellement renommé Fercubator, probablement pour des petites questions de droit d'auteur, je sais pas. Je vous mets la vidéo là. Mais en gros, le problème de ce truc, c'est le moteur qui galère pour les volumes que je brasse, entre 50 et 100 litres. Il me faut du plus lourd pour les cold crash. Ah, il existe encore un autre système, le refroidissement au glycol, le vrai truc de pro. Mais on va en parler dans une autre vidéo, dans vraiment pas longtemps, vous verrez. Donc, concentrons-nous sur la chambre de fermentation. Alors, en quoi ça consiste? Un espace clos, isolé thermiquement, capable de refroidir ou de réchauffer son contenu automatiquement en fonction d'un thermomètre connecté. Il existe des appareils clés en main, comme par exemple le Rap Fermentation Chamber, mais on est directement à 800 €. Pour économiser, on va se procurer les éléments séparément. On cherche donc un contrôleur de température, un élément chauffant et une chambre réfrigérante. Alors bon, on pourrait construire tout ça avec nos petits doigts boudinés, mais pourquoi faire alors qu'il y a déjà des congélateurs verticaux d'occasion plein le bon coin? Bah oui, parce que c'est basiquement juste ça qu'il faut. Un congélateur assez grand pour contenir notre fermenteur et 2-3 combines. Après je dis un congélateur, mais ça peut être un frigo. C'est juste que sur les très gros modèles, ils en profitent souvent pour mettre un petit compartiment congélation qui bouffe de la place pour rien. Alors que sur les gros congélateurs, ils mettent jamais de petits compartiments frigo, hein. Eh ouais, du coup, je cherche un peu et je trouve une pièce magnifique sur un site de petites annonces à 80 €. On va le chercher avec un pote. Merci Toto. Tu vois. Puis on le démonte pour voir un peu l'espace interne et à quel point j'ai fait une bonne affaire ou une grosse connerie. Merci. Ouais. Tiens, t'arrives à tenir ça? Joli, il y a plus de Alors, résultat mitigé, parce qu'en hauteur, mes fermes-y là avec récupérateur de levure passent pas. Ah mais non, il y a un truc. Ouais, c'est ce que je vais faire, Je suis prêt pour le réfrigérateur. Regarde, ça va. On n'est pas loin, ouais. Du coup, il faudrait plutôt que je me tourne vers des all-rounders. Heureusement, j'en ai déjà un. Et cette fois, c'est parfait. Une merveille. En vrai, si vous arrivez à avoir la référence de l'appareil avant de l'acheter, vous devriez trouver les dimensions intérieures sur le site du constructeur. Mais le gars qui me l'a vendu, il avait pas l'air d'être au sommet de sa vie et il avait déjà de la peine à me donner son adresse pour aller le chercher, alors j'y suis allé un peu à l'instinct quoi. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une plaque en métal qui va permettre d'avoir une surface plane à la place de l'encoche laissée par le compresseur. J'ai pris un truc de 3 mm si jamais, hein, et ça bouge pas, même jusqu'à 60 kg. Ça a coûté environ 30 €. Ensuite, il faut encore deux choses. Un contrôleur qui va allumer et éteindre le moteur du congélateur en fonction de la température, et un élément chauffant, pour au cas où il ferait trop froid à l'intérieur. Pour l'élément chauffant, ça peut être n'importe quoi en vrai, hein. Il n'y a pas besoin d'une grosse puissance vu que le caisson est bien isolé. Un tapis chauffant quelconque fera l'affaire. Sur le Discord, il y en a même un d'entre vous qui a utilisé un sèche-cheveux. Ah, je sais pas vous, mais ça me semble si barbare. Et en même temps, ça a du sens. Ça chauffe l'air, ça le fait circuler. S'il y en a d'autres d'entre vous qui ont des systèmes de chauffe peu orthodoxes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi j'ai pris le tapis de Kegland à 20 €. Maintenant, place au contrôleur. Et là, la référence c'est le Inkbird Temp Control à 45 €. Il est connecté en Wi-Fi et utilisable via une app. Il y a une petite sonde qu'on peut coller contre le fermenteur ou glisser dans un doigt de gant pour une température plus précise. Bref, ça fait tout ce qu'on peut attendre d'un contrôleur. Mais attends, il y a aussi celui de Kegland, qui se connecte en Bluetooth aux piles, qui a donc la température exacte de l'intérieur du fermenteur, et qui en plus de ça peut être connecté au portail RAPT en Wi-Fi, et qui peut loguer toutes les infos, et changer automatiquement les températures en fonction du profil de fermentation enregistré. Bref, vous savez déjà lequel j'ai pris, et il coûte 10 € de plus environ. Mais bon, quand on aime. Bon, maintenant c'est pas très compliqué, il suffit de connecter le cordon rouge avec le tapis de chauffe et le cordon bleu avec l'alimentation du congélateur. Placez la petite sonde sur le fermenteur, même s'il est connecté aux piles en Bluetooth. Sinon il voit une trop grosse différence entre les deux et il se met à biper comme un fou. Ah, et d'ailleurs en parlant de bip, une fois le tout branché, je fais un petit test à vide et là il se passe un truc méga chiant. Le congélateur n'arrête pas de biper. Et fort en plus, hein. Il crie.
En réalité, il s'agit d'une sécurité pour te signaler qu'il y a un problème, que la température n'est pas à moins 18 comme il le faudrait. Sur les modèles un peu haut de gamme, il y a généralement un bouton qui permet de désactiver l'alarme, mais malheureusement, pas sur le mien. Du coup, je démonte ce qu'on appellera la carte mère, avec mes pauvres skills d'électronicien des rues. J'essaie de deviner quelle partie est le speaker, et par déduction, je me suis dit que c'était probablement la seule qui ressemble vaguement à un speaker d'ordi. Et là, délicatement, je lâche. Bah, ça me semble être la seule option viable en fait. Après quoi, je remonte le tout, et voilà, plus aucun bruit. Mais bon, je le sais moi qu'intérieurement, le congélateur il est en train d'hurler. Ce qui bizarrement me fait un petit quelque chose quand même. Je suis désolé. Bon bah voilà, on a construit notre chambre de fermentation sans faire de trous. Le tout est dans l'état d'origine, et si par malheur, un jour on décide d'arrêter de brasser, on aura un congélateur vertical pour y mettre des légumes surgelés comme n'importe qui de normal. La tristesse de cette phrase. Continuez de brasser s'il vous plaît. Maintenant, dans les points un peu chiants parce qu'il y en a quand même, les dry hops sont un peu plus compliqués vu que mon hot bong ne passe pas. Ce qui me force à sortir un peu le Fermzilla pour l'opération. Mais rien d'insurmontable grâce à mon chariot élévateur. Ensuite, les cold crash se font en 14 heures, ce qui est presque un peu rapide. Mais bon, libre à moi de régler le contrôleur pour qu'il réduise la vitesse de descente. Puis, dans les points positifs, les écarts que j'ai remarqués sont généralement d'1 degré maximum, ce qui est extrêmement satisfaisant. Si on fait les comptes maintenant, donc on a pour 80 € de congélateur vertical d'occasion, 30 € de plaque d'acier, 20 € de tapis chauffant, 50 € de contrôleur Kegland, total des courses 180 €. Et je me répète, le contrôle de la température de fermentation devrait être la priorité numéro 1 quand on veut améliorer son processus de brassage. C'est l'élément qui, à mon avis, a le plus d'impact sur la bière. Au début, s'il y a un petit billet à mettre quelque part, c'est là. Continuez à fermenter dans des seaux, mais à la bonne température. Faudrait que je fasse une vidéo sur les 5 points déterminants pour améliorer le goût de nos bières d'ailleurs. Allez, je me l'ajoute à ma liste monstrueusement longue de vidéos à faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle aura convaincu quelques-uns d'entre vous de franchir le pas et de s'équiper, si c'est pas déjà le cas. Bon, je sais que la plupart vous avez ce qu'il faut, mais il y en a qui commencent, On se revoit dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, le Discord pour nous partager des photos de vos chambres de fermentation, bref, partout sur internet quoi. Allez, à plus!